Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, c'est votre rendez-vous avec les grands invités de l'économie, RFI Jeune Afrique, les personnalités qui comptent dans le développement du continent. À mes côtés, Aurélie Mbida, chef du pôle économie de Jeune Afrique. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Et nous avons le plaisir de recevoir ensemble la ministre de l'économie, du plan et du développement de la Côte d'Ivoire. Bonjour Nialé Kaba. Bonjour Bruno, bonjour Aurélie, bonjour à tous. Également gouverneur de la Banque africaine de développement pour la Côte d'Ivoire. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation dans nos studios pour parler de vos réalisations et des défis qui se présentent pour la première économie de la zone UEMOA en cette année importante. On sait qu'il y aura des élections au mois d'octobre et puis bien plus tôt à Abidjan les 12 et 13 mai, l'Africa CEO Forum, le grand rendez-vous du secteur privé en Afrique, de retour donc en Côte d'Ivoire. Nialé Kaba, pour démarrer notre conversation, un résumé de votre riche parcours avec Aurélie Mbida. Madame la ministre, bonjour. Vous êtes une femme de chiffres, mais surtout une femme de constance. En effet, depuis plus de 10 ans, vous êtes l'un des piliers de l'architecture économique ivoirienne, occupant successivement les postes stratégiques de ministre de l'économie et des finances, puis de ministre de l'économie, du plan et du développement, que vous incarnez aujourd'hui avec une discrétion assumée et une autorité naturelle. Formé à l'ENSAE Paris et à la Sorbonne, vous incarnez une génération d'économistes africains rigoureux, marqués par l'exigence des grandes écoles et la complexité des réformes structurelles. À la tête des finances publiques, vous avez piloté des chantiers cruciaux tels que l'assainissement budgétaire, la première notation souveraine du pays, l'accès aux marchés internationaux, des étapes décisives dans le positionnement de la Côte d'Ivoire comme puissance économique régionale. Cette Côte d'Ivoire, lorsque vous êtes arrivé au gouvernement, sortait d'une crise politique et sociale majeure dans le climat que l'on connaît. Le fait d'être resté au gouvernement à différents postes toutes ces années, est-ce que vous voyez ça comme une reconnaissance personnelle de votre travail ? Je voudrais d'abord commencer par vous remercier de me recevoir à cette émission prestigieuse. J'en suis honorée. Effectivement, donc, depuis 2011, je suis au gouvernement, à des postes. Je suis à mon 3e portefeuille et c'est un honneur pour moi de servir la Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est une reconnaissance. C'est aussi bien pour moi, mais que pour la gente féminine. Nous n'avons pas au gouvernement beaucoup de femmes et c'est avec beaucoup d'honneur que je sers la Côte d'Ivoire à des postes aussi importants. Et c'est un défi dans pas mal de pays dans le monde, y compris sur d'autres continents. Il n'y a pas qu'en Afrique qu'on manque de femmes à des postes à haute responsabilité. Tout à fait, mais je pense que les choses s'améliorent avec le temps, avec le taux d'éducation des filles qui a beaucoup progressé. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, beaucoup d'efforts sont faits parce que c'est vrai que nous ne sommes pas nombreux, mais les femmes sont à des postes très, très stratégiques. J'ai pensé, par exemple, aux miens, à la fonction publique, à l'éducation, à la santé. En Afrique, l'éducation et la santé sont les 2 gros postes budgétivores. Et en Côte d'Ivoire, sur une longue période, c'est des postes qui ont été occupés par des femmes. Alors Nialé Kaba, votre empreinte dépasse les frontières ivoiriennes. À la présidence du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement en 2019, c'est dans un contexte de tension interne que vous êtes imposé comme arbitre, puis aussi comme stratège, soutenant avec fermeté la reconduction en 2020 d'Akinwumi Adesina à la tête de l'institution. Un moment de vérité pour la BAD, marqué aussi par une augmentation historique de son capital à hauteur de 225 milliards de dollars. Cette banque africaine de développement qui est à la croisée des chemins, avant de désigner son futur président, est-ce que vous y consacrez beaucoup de temps au-delà de votre rôle de ministre de l'économie ? Oui, effectivement, en ma qualité de gouverneur, donc, j'ai pu soutenir le président Adesina. C'était un moment important et un moment décisif. Pas pour la personne d'Adesina, mais pour l'institution. Je pense que la BAD aujourd'hui est une institution importante dans le paysage économique des pays africains, qu'elle accompagne efficacement donc, dans leur transformation structurelle, mais également dans le processus d'intégration régionale. Et à mon avis, un changement dans ces circonstances aurait pu déstabiliser fortement
l'institution. Donc, je pense que j'ai juste servi d'arbitre, de négociateur avec toutes les parties prenantes, y compris avec les grands pays, pour pouvoir donc à la fois maintenir la stabilité de la banque, mais en même temps obtenir l'engagement que les réformes soient faites juste après l'élection pour que ce genre de situation ne se reproduise pas, et c'est ce qui a été fait. Et on parlera tout à l'heure de l'élection du 29 mai pour la présidence de la BAD. Aurélie. Mais au-delà des résultats, vous incarnez aussi une méthode, celle d'une femme que le président Alassane Ouattara qualifie d'économiste de première classe et qui, dès ses débuts dans l'administration, devait convaincre qu'une femme pouvait diriger les finances d'un pays. Peu d'interviews. Aucune citation provocatrice, encore moins d'anecdotes croustillantes. Nialé Kaba, vous êtes une de ces dirigeantes dont le sérieux inspire et dont le silence impose. Une force tranquille qui ne fait pas la une des réseaux sociaux, n'alimente ni polémique ni storytelling personnel, et pourtant, votre empreinte est là, dans chaque indicateur de croissance, dans chaque levée de fonds réussie, dans chaque projet structurant du pays. Pour autant, la trajectoire de la Côte d'Ivoire n'est pas sans zone grise. Inégalité persistante, vulnérabilité au choc climatique, dépendance au cours du cacao. Les défis sont bien réels et vous ne les éludez pas. Vous insistez régulièrement sur le fait que la croissance doit rimer avec l'inclusion et qu'aucun progrès économique ne peut être durable s'il ne profite pas à la population. Une formule que vous répétez volontiers et qui résume le défi d'une prospérité partagée. Dans ce monde en transition, comment la Côte d'Ivoire se positionne-t-elle pour rester un moteur économique sur le continent? Nialé Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement de la Côte d'Ivoire, est notre grand invité. RFI Jeune Afrique à découvrir en vidéo sur notre chaîne YouTube et en toutes lettres sur jeuneafrique.com. Madame la ministre, l'économie ivoirienne affiche l'un des taux de croissance les plus importants sur le continent. Ça fait plus d'une décennie, 6,1% en 2024, avec une accélération dans un certain nombre de domaines de l'économie, un travail de communication aussi autour des résultats obtenus. 6,1, c'est mieux que la plupart de vos voisins. Quelle est la raison principale, selon vous, après tous les chocs qui ont été subis, le Covid, la guerre en Ukraine, la crise au Sahel même? Qu'est-ce qui pourrait avoir fait la différence entre la Côte d'Ivoire et ses voisins? Merci beaucoup. Vous avez raison, l'économie ivoirienne est une économie solide qui s'est montrée résiliente face aux différents chocs que nous avons traversés. Vous l'avez rappelé, la croissance, elle est forte. Elle n'est pas seulement forte en 2024, elle a été forte sur la durée. Et quand on prend la période 2012-2019, nous revendiquons un taux de croissance moyen de 8%, ce qui est très élevé. Et après l'année Covid, donc, nous avons été régulièrement au-dessus des 6%. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Il faut dire que depuis 2012, nous avons fait l'option de renouer avec la planification stratégique et donc un pilotage stratégique à moyen terme, mais également une gestion des défis du moment, de façon à bâtir une économie solide qui puisse amorcer une transformation structurelle et rejoindre rapidement les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Nous le disons comme ça, mais nous ambitionnons donc de rentrer dans le cercle de ce qu'on appelle les pays émergents. Donc, planification. Et cette planification, vous avez tout à l'heure rappelé 3 piliers. Les investissements massifs pour rattraper un peu la période de crise, mais aussi pour étendre les investissements, les mettre à niveau, les étendre et faire en sorte que le secteur privé puisse avoir un espace d'intervention confortable. L'inflation reste forte. Comment vous attaquez à ce sujet, plus de 3%, malgré ces réussites? Vous savez, l'inflation, elle a été forte pendant la période Covid, mais elle a amorcé une période de descente. La Côte d'Ivoire a toujours respecté les ratios sous-régionaux en ce qui concerne l'inflation. C'est 3% la norme. Et c'est à partir de la période de Covid, le monde entier a subi l'inflation sous ce choc. Mais nous sommes restés à des niveaux raisonnables, puisque la Côte d'Ivoire était au-dessus de 6%.
nous n'avons pas passé la barre à cause des mesures de pilotage, justement, le pilotage à court terme de l'économie qui ont été prises pour pouvoir préserver le pouvoir d'achat des populations. Et cette augmentation des prix, elle a quand même des conséquences pour les populations les moins riches. 3%, c'est quand même déjà beaucoup. Actuellement, depuis, nous avons amorcé la descente après les 6%. Nous allons cette année atteindre les 3%, qui est le nouveau communautaire. Cela a des conséquences sur le pouvoir d'achat des populations et l'État a renforcé son action sociale. On a tout à l'heure parlé de capitalisme à visage humain, mais surtout de l'importance de l'inclusion de la croissance. Et les mesures d'accompagnement donc, ont été prises pour contenir les prix face à l'inflation, des mesures d'accompagnement pour préserver, relever le pouvoir d'achat. Et par rapport donc aux plus vulnérables, nous avons un certain nombre de filets sociaux qui prennent la forme de transferts monétaires, qui prennent la forme de subventions diverses et d'accompagnement même à l'emploi. Vous rentrez déjà un petit peu dans la question suivante, qui était vraiment d'élaborer, enfin de dessiner en quelques mots le bilan d'étape du PND 2021-2025, savoir là où la Côte d'Ivoire a le plus investi, quelles ont été ses actions prioritaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Écoutez, l'État depuis 2012, a trouvé une situation économique et sociale où tous les secteurs avaient besoin d'investissement. D'abord, les secteurs sociaux. Je vais parler de l'école, de l'eau potable, de l'éducation, où les investissements n'avaient pas été suffisants sur les périodes précédentes pour permettre aux populations donc, d'avoir des accès raisonnables. En ce qui concerne, par exemple, l'électricité, les investissements ont été tels qu'aujourd'hui, on va dire 94% des localités en Côte d'Ivoire ont l'électricité. Alors qu'en 2012, ce taux était de 33%. Donc, vous voyez les investissements. En ce qui concerne les centres de santé, vous savez qu'il y avait eu la partition du pays avec toutes les difficultés dans le nord. Les centres de santé, aujourd'hui, nous avons à peu près 80% de la population ivoirienne est à moins de 5 km d'un centre de santé. C'est important quand on connaît l'état des routes, notamment dans les zones rurales. À l'époque, c'était 66%. C'est la même chose pour l'eau potable. Là, je parle des infrastructures sociales, mais également tout ce qui est infrastructure économique, notamment la connectivité, les routes. Alors justement, puisqu'on parle des grandes infrastructures et de la connectivité, je voudrais qu'on parle du port autonome d'Abidjan, avec des travaux, là aussi très importants, des travaux de modernisation. Est-ce que c'est une étape décisive quand on connaît la concurrence régionale et internationale très dure dans ce domaine portuaire, surtout vu l'importance du commerce international aujourd'hui? Oui, le port autonome d'Abidjan est une infrastructure centrale dans notre développement. Cependant, c'est un port qui avait besoin d'investissements importants. En 2012, quoique l'activité ait été importante, le port d'Abidjan n'avait pas un accès en eau profonde. Donc, les investissements ont été, entre 2012 et maintenant, de plus de 3 milliards de dollars pour à la fois bâtir des infrastructures en eau profonde, élargir le quai de Vridi, élargir l'ouverture du canal de manière à pouvoir permettre d'accueillir de gros porteurs. Ce n'était pas le cas. Abidjan était dépendant de voisins tels que le Togo, oui, le port de Lomé à l'époque. Aujourd'hui, Abidjan se positionne avec la construction de nouveaux terminaux. Vous savez qu'il y a un deuxième terminal, il y a un terminal minéralier, il y a un terminal céréalier et il y a un terminal roro pour les véhicules. Il y a de nombreuses plateformes logistiques qui permettent aujourd'hui au port d'Abidjan de concurrencer les autres ports sous-régionaux, notamment Tema au Ghana et à Lomé, donc comme plateforme logistique. Nous avançons, nous avions un retard que nous sommes en train de combler.
Il y a un autre chantier dont on aimerait parler, c'est le chantier de la Tour F à Abidjan, qui est présenté comme la plus haute tour d'Afrique. Il y a également, beaucoup s'en souviendront quand ils ont suivi la Coupe d'Afrique des Nations, le pont Alassane Ouattara entre Cocody et le plateau. Il faut des symboles, des choses qui se voient aussi pour montrer qu'on va bien, on est en croissance. Oui, il s'agit d'infrastructures modernes de dernier cri dont nous sommes très fiers. Il fallait, au-delà des symboles, il fallait étoffer les infrastructures de connectivité. Je pense que cela a été fait efficacement. Abidjan se modernise, se construit dans les secteurs d'investissement élevés, les BTP et la construction sont des secteurs et bien sûr, ces deux infrastructures sont des symboles que de belles choses ont été faites et que de grandes choses qui vont marquer l'histoire aussi ont été faites. Et je pense que cela est nécessaire dans la vie d'une nation. Quand on parle de la construction, bon, il y a ce genre d'infrastructure, mais il y a aussi ce qui est décisif pour les populations, les logements. La crise du logement qui est là aussi un point commun dans de nombreux pays et dans les grandes capitales. On sait que les grandes capitales attirent beaucoup. Il y a beaucoup de travail là pour les populations pour inclure tous les Ivoiriens. On sait que les opérations de déguerpissement ont fait beaucoup parler ces derniers mois, sont vues parfois comme des injustices. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, justement, pour que tous les Ivoiriens se sentent mieux par rapport à ce problème du logement ? Oui, le problème du logement, c'est un problème important, c'est un problème crucial parce que nos villes grandissent un peu trop vite. Elles grandissent beaucoup plus vite que les infrastructures que l'État et le secteur privé peuvent mettre à disposition. Si bien que les gens s'installent de façon anarchique, il y a des problèmes importants, des problèmes sanitaires, des problèmes de sécurité, les problèmes pour les personnes elles-mêmes qui occupent ces espaces-là. Et permettez-moi de dire que ces déguerpissements, en général, sont accompagnés de mesures sociales. Les populations sont informées, les populations sont dédommagées. Pour celles qui sont propriétaires, et elles sont accompagnées pour celles qui ne le sont pas, pour qu'elles puissent se reloger. Les déguerpissements, souvent, permettent justement de donner des infrastructures. Vous l'avez dit, moi, je suis gouverneur à la BAD, qui finance le 5e pont qui n'est que partiellement livré. Ça a donné lieu à des déguerpissements monstres qui se sont étendus sur plusieurs années avant que la construction des infrastructures ne démarre. Mais ces populations ont été recensées. Il y a même des quartiers qui ont été construits pour les déplacer. Bon, je pense que l'État ne peut pas faire mieux, mais l'État fait des efforts pour pouvoir mettre à disposition du logement social. Tout n'est pas simple. D'où l'importance de la planification. Est-ce qu'il faudrait davantage décentraliser ? Est-ce qu'il faudrait éviter que certaines grandes villes accaparent toutes les activités ? Quand vous dites qu'il y a de plus en plus de monde dans les villes et que c'est un problème... C'est ça. On fait des efforts de décentralisation en créant ce que nous appelons des pôles économiques régionaux. Il y a, par exemple, des zones agricoles, des pôles agricoles que nous essayons de créer. Il y en a un qui est à Yamoussoukro au centre. Il y en a un qui est à Bouaké, qui est à Korogo au nord. Il y en a 9 au total qui sont planifiés. Et donc, il y a 2 qui sont opérationnels et les autres sont soit en construction, soit en planification. C'est des pôles agricoles qui sont censés donc offrir une plateforme intégrée pour des activités qui devraient retenir du monde, à la fois de la production à la transformation sur place. Eh bien, ça tombe bien, on va parler d'agriculture. D'agriculture, exactement. En tout cas, les défis du prochain PNB qui courra jusqu'en 2030, et on verra bien sûr qui le pilotera. Il y a la dépendance de l'économie ivoirienne aux matières premières, dont numéro 1, producteur mondial numéro 1, c'est la Côte d'Ivoire, avec le cacao. Le cacao, c'est 14% du PIB. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui pour vous ? Écoutez, la Côte d'Ivoire, c'est la première économie en cacao, mais aussi maintenant en cajou. Nous sommes le premier producteur de cajou.
Nous avons une importante production en palmier à huile, en EVA, dans beaucoup d'autres spéculations. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce que la Côte d'Ivoire a voulu diversifier ses sources de recettes d'exportation en transformant davantage localement, avec une politique qui donne ses fruits. Aujourd'hui, en 2024, au moins 42% du cacao produit a été broyé localement. Et les quantités broyées sont bien en dessous des capacités de broyage installées. Vous avez aujourd'hui suffisamment d'unités de transformation de ces matières premières agricoles qui vous permettent d'assurer votre souveraineté alimentaire ou votre souveraineté économique tout court ? Pas tout à fait, parce qu'en fait, en termes de souveraineté alimentaire, le cacao ne joue pas. Nous produisons le cacao pour d'autres marchés. Pour d'autres marchés. Mais par contre... On ne mange pas le cacao tous les jours, effectivement. Oui, voilà. Mais pour la diversification, par contre, c'est important que nous puissions la transformer. C'est important que nous puissions transformer le cajou, dont nous sommes le premier producteur mondial, et d'autres spéculations. Aujourd'hui, par exemple, la Côte d'Ivoire n'exporte plus de caoutchouc humide. Il faut au moins une première transformation avant que ça puisse sortir. Et le palmier à huile, depuis plus longtemps, tout le palmier à huile, toute la chaîne est installée localement. Cependant, il faut diversifier parce que quand on prend le cacao, quand il y a un souci sur la cabosse, ça se répercute aussi sur la chaîne de transformation. Donc, nous avons diversifié, mais nous avons besoin d'aller plus loin dans la diversification, au-delà de l'agro-industrie. Parce que, oui, quand vous parlez effectivement de ces vulnérabilités, il y a aussi le changement climatique. C'est-à-dire qu'un événement climatique peut totalement perturber une récolte et donc perturber l'économie ivoirienne. Vous avez tout à fait raison. Toutes les productions agricoles sont vulnérables au changement climatique. Et les dernières préoccupations que nous avons eues sur le cacao étaient en lien avec le changement climatique. Et il n'y a pas que le cacao. Les autres spéculations sont soumises donc au cycle climatique et toute perturbation climatique est susceptible d'impacter nos recettes d'exportation, d'où la nécessité de diversifier. Et en matière de diversification, nous avons une stratégie qui a essayé d'identifier ce qu'on a appelé 7 clusters. C'est des chaînes de valeur dans des secteurs que nous ambitionnons de développer. Nous avons commencé avec l'agriculture, comme on l'a dit, mais il y en a 6 autres. Il y a, par exemple, les matériaux de construction. Il y a aussi le pétrole, peut-être ? Oui, bien sûr. En matière de diversification, nous avons dans l'industrie extractive des découvertes importantes. Il n'y a pas que le pétrole, mais il y a des mines d'or de classe mondiale qui ont été découvertes. Le pétrole et aussi le gaz, qui nous laissent espérer que l'agriculture va être challengée dans son poids sur l'économie. Mais tout ça reste des produits naturels et nous avons un fort besoin d'industrialisation. Pour vous, c'est important d'investir dans les énergies fossiles et le pétrole, le gaz. On a ces gisements, baleines et calao. Quand on voit l'impact de plus en plus visible du changement climatique, quel est le rôle des pays africains dans cette atténuation du changement climatique ? Vous savez, la Côte d'Ivoire est engagée à prendre toute sa place dans la lutte contre le climat. Nous avons toutes ces côtes, on sent toute cette agriculture, toutes ces côtes, et nous avons eu des déplacements de villages du fait du changement climatique. Et dans notre quotidien, nous avons par exemple une agriculture vivrière qui est une agriculture qui est très soumise aux saisons climatiques. Tout ça, ça impacte les populations et la Côte d'Ivoire donc s'est engagée dans un programme de lutte contre le changement climatique, un programme hardi de lutte contre le changement climatique qui est accompagné aussi par nos partenaires au développement. La Côte d'Ivoire est en train d'essayer de reconstituer son couvert forestier qu'il a perdu à plus de 80%. La Côte d'Ivoire investit dans l'énergie renouvelable. À côté de l'énergie fossile, nous avons un programme ambitieux d'énergie renouvelable avec le solaire,
avec la biomasse, ça se dit, avec la biomasse, mais également la Côte d'Ivoire, à côté du pétrole et du gaz, la Côte d'Ivoire produit beaucoup d'énergie avec les barrages hydroélectriques qui sont de l'énergie. Donc, on a quand même un hub énergétique puisque nous produisons pour nous-mêmes. Ça compense effectivement Donc, ça compense. les investissements dans les énergies fossiles. Tout à fait. Voilà. Quand on parle de diversification, on aurait aussi pu parler d'autres secteurs de l'économie bleue. Hein. On a un sommet des océans international qui se tiendra au mois de juin en France. On aurait pu parler aussi d'économie numérique. Voilà. L'émission est trop courte pour ça. Nialé Kaba, vous êtes donc aux commandes de la planification économique depuis plus de 10 ans, les années de présidence d'Alassane Ouattara, qui a été élu, réélu 2 fois, en 2015 et en 2020. Le climat social et politique est scruté à l'approche de l'élection qui aura lieu en octobre 2025. Ce rendez-vous a d'ailleurs été évoqué par le chef de l'État lors de ses vœux de début d'année. On l'écoute. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, l'année 2025 sera marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Ce scrutin sera, encore une fois, l'occasion de confirmer la maturité politique de nos concitoyens, la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Je voudrais donner l'assurance à tous, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, que l'élection sera apaisée, elle sera transparente et elle sera démocratique. Nous devons consolider les acquis enregistrés depuis 2011 pour continuer notre marche vers le développement dans la paix. La démocratie et la paix, on vient de l'entendre, du président ivoirien, sont indispensables au développement. Nialé Kaba, quel est votre message à vous en qualité de ministre de l'économie ? Mais écoutez, la démocratie, elle est indispensable. C'est la vitalité de la démocratie assure la participation de tous donc à la gestion de l'économie. Et ceci est important pour le développement du pays. Le message que je voudrais dire, c'est que notre économie est une économie forte. La Côte d'Ivoire est un pays qui suscite beaucoup d'attrait pour les investisseurs. Et cela est dû aussi à notre stabilité politique, à la paix et à la cohésion. Et je voudrais vraiment formuler le vœu, comme l'a dit le président, que nous puissions, au-delà des petits remous que nous avons, maintenir cette paix durable pour que la Côte d'Ivoire puisse poursuivre son chemin sur le développement et l'émergence. Quand vous dites stabilité politique, est-ce qu'il faudrait, selon vous, conserver le même président encore 5 ans ? Le président Ouattara a montré sa capacité à porter la Côte d'Ivoire sur des sommets. Les résultats sont palpables en termes d'infrastructure, en termes sociaux, avec un certain nombre d'indicateurs que je vous ai donnés. Je pense que ce n'est pas le moment de la rupture. Il faut consolider les acquis. Il faut faire en sorte que nous gardions cette trajectoire de croissance forte et de croissance soutenue avec une gestion rigoureuse et aussi avec la confiance des partenaires au développement. Justement, comment le gouvernement s'y emploie à assurer cette stabilité et cette poursuite des investissements publics, privés, confiance des partenaires? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Nous travaillons, madame. Très bien, expliquez-nous comment. Nous planifions, nous travaillons, nous discutons avec les partenaires au développement qui nous accompagnent dans la planification que vous faites. Moi, les deux dernières semaines, nous avons passé notre temps à peaufiner le prochain plan de développement avec l'accompagnement de la Banque mondiale. Bien entendu, au plan interne, le gouvernement s'emploie à organiser les élections futures. Et à l'issue de ces élections, au terme de ces élections, nous allons reprendre
la mise en œuvre du PND qui aura été adopté à la fin de l'année, il en a été ainsi en 2020. Quelques remous pendant la période préélectorale, je pense que cela est naturel, mais je pense que les Ivoiriens sauront avoir le sursaut nécessaire pour qu'après la période d'élection, nous puissions reprendre notre chemin vers le développement. Mais quand vous dites stabilité, vous souhaiteriez que les choses soient clarifiées pour cette élection ? Je ne sais pas si le chef de l'État souhaite se représenter, mais en tout cas que... Je souhaiterais que le RHDP gagne ces élections. Quel que soit son candidat. Quel que soit son candidat, parce que le RHDP a su mettre la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement durable. Donc ça peut être quelqu'un d'autre qu'Alassane Ouattara, mais nous verrons bien dans les prochaines semaines, c'est ça que vous nous dites. Vous savez, un pays, ça fait des conventions et ça désigne un candidat. Quel que soit le candidat du RHDP, je pense que le RHDP, depuis longtemps, est ce parti qui a su donner la gouvernance qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Le secteur privé est au cœur du développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui accueille donc cette nouvelle édition de l'Africa CEO Forum. Quelles mesures concrètes sont prises pour améliorer le climat des affaires ? On sait que, comme dans d'autres pays, on a aussi des cas de corruption. On sait aussi que la fiscalité est un élément décisif pour attirer des investissements, les règles de gouvernance, l'accès au foncier. Voilà. Qu'est-ce qui est fait concrètement ? Écoutez, sur toutes ces problématiques que vous avez dites et qui sont des problématiques très importantes et qui sont centrales pour l'investisseur, la Côte d'Ivoire mène depuis longtemps des réformes. Vous vous souvenez de ces mesures de doing business qu'on a laissées en route, qui étaient portées par la Banque mondiale à ma connaissance, et pour lesquelles la Côte d'Ivoire a fait des scores importants. Également, nous avons un certain nombre d'indicateurs internationaux sur la transparence et la gouvernance, et la Côte d'Ivoire améliore progressivement et fortement son score sur la perception de la corruption. En ce qui concerne la fiscalité, etc., je pense que l'économie se digitalise de plus en plus et nous avons un cadre institutionnel qui fait que les différents écarts qu'on peut avoir dans ces secteurs-là sont de plus en plus contenus. Nous améliorons, nous travaillons sur la préoccupation avec des résultats qui sont mesurés par ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'il faut plus taxer ou moins taxer pour inciter les entreprises à rester, notamment les multinationales? On a besoin des revenus tirés des profits qu'ils font en Côte d'Ivoire et de manière générale sur un pays. Comment on navigue entre les deux? Non, moi je pense qu'il faut que chacun paye la taxe juste. Il ne faut pas plus taxer, il ne faut pas moins passer. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays à taxation excessive. Il faut faire en sorte que chacun paye la taxe là où elle produit la richesse. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai qu'on n'a pas toujours su taxer les multinationales. C'est un dialogue que nous portons aussi au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est un dialogue qui se fait aussi au-delà de la Côte d'Ivoire. Et je pense que les multinationales elles-mêmes, elles commencent à prendre conscience qu'il est important que nous puissions garder aussi un peu d'impôts localement pour pouvoir continuer à être des partenaires efficaces. Nialé Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement de la Côte d'Ivoire, est notre grande invitée. RFI Jeune Afrique. Nous allons parler à présent des finances publiques, des questions de dette. Et écoutez d'abord quelques mots de Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international, des propos tenus en amont des réunions de printemps 2025 à Washington. In this very place, I spoke of low growth and high debt. But I also spoke about resilience, countries surviving large shocks, thanks to strong fundamentals and agile policies. This resilience is being tested again by the reboot of the global trading system. Financial markets volatility is up, and trade policy uncertainty is literally off the charts.
les incertitudes commerciales au plus haut dans le monde, Niale Kaba, les économies africaines pourraient être affectées, puisque l'on parle de lui, par un nouveau choc initié par Donald Trump, ces mesures douanières qui pourraient plomber un certain nombre de secteurs de l'économie. On pense pour la Côte d'Ivoire au secteur du cacao, les exportations vers les États-Unis. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça modifie vos stratégies? Est-ce que ça doit modifier vos stratégies? Écoutez, ces incertitudes, vous l'avez dit, elles sont mondiales. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, donc je pense que la surtaxe, c'est 21%. Pour l'instant, parce que ça peut changer parfois. C'est une pause que nous saluons et nous espérons que cette pause, c'est une pause définitive. Mais en attendant, effectivement, donc, nous espérons que cela sera vu positivement en notre faveur. Les États-Unis importent de la Côte d'Ivoire un certain nombre de produits agricoles, notamment le cacao, transformé et non transformé. Les États-Unis sont un partenaire important de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, directement et indirectement, parce que d'autres pays taxés importent des produits de la Côte d'Ivoire qu'ils transforment et qu'ils exportent aux États-Unis. Et ces pays également sont taxés. Donc la Côte d'Ivoire, indirectement, est touchée par cela. Nous en sommes bien entendu préoccupés. Je pense que des réflexions sont en cours pour voir comment adresser la préoccupation. Face à cela, la première réaction, c'est aussi de chercher à élargir les débouchés, à ouvrir les marchés, à s'ouvrir à d'autres possibilités de commerce. Et la première possibilité à laquelle nous pensons, c'est cette ZLECAf qui est importante pour nous. Les pays africains aujourd'hui sont très désireux d'ouvrir leurs frontières et d'intensifier le commerce entre eux. La Côte d'Ivoire a rapidement ratifié la ZLECAf et mis en place un dispositif de travail pour voir comment nous allons loin dans l'ouverture des frontières et dans l'intégration à la zone économique africaine. Et justement, comment la Côte d'Ivoire espère en profiter de cette ZLECAf? Quelles opportunités concrètes sont attendues pour les PME locales, l'industrie agroalimentaire? La Côte d'Ivoire a une industrie naissante. Comme vous le savez, nous faisons partie de l'un des pays africains qui a un commerce intra-africain un peu dense. Souvent, les commerces sont nord-sud. Et cela s'explique en réalité par le fait que la Côte d'Ivoire a une industrie naissante, une industrie légère, avec une exportation de produits vers les pays africains, mais principalement vers les pays de la sous-région. Justement, nous espérons qu'avec la ZLECAf, la Côte d'Ivoire puisse aller plus loin dans sa diversification, dans le développement des fameux clusters, les 7 clusters dont j'ai parlé, avec des débouchés, et en réduisant justement notre dépendance vis-à-vis de chocs tels que les chocs liés au cacao et aux perturbations du commerce mondial. On va revenir aux questions d'endettement. Exactement. L'endettement, c'est redevenu un sujet de vigilance en Afrique. Vous échangez régulièrement avec le Fonds monétaire international qui a mené dernièrement plusieurs missions dans le pays. Vous avez rencontré d'ailleurs les représentants du FMI. Au vu du contexte, est-ce qu'il faut donner, selon vous, plus de gages? Votre pays, quand même, reste dépendant de l'aide extérieure. Qu'est-ce que vous en pensez? Plus de gages. La Côte d'Ivoire donne tous les gages. Nous avons rencontré le Fonds monétaire international récemment pour faire donc le point, la revue du programme que nous avons, les 2 programmes que nous avons avec le Fonds monétaire international. Et les conclusions sur la dette demeurent. La Côte d'Ivoire est un pays à risque de surendettement modéré. La Côte d'Ivoire a un niveau d'endettement de à peu près 59% du PIB, c'est le stock de la dette. Et nous regardons un peu notre soutenabilité à travers un certain nombre de ratios, des ratios de liquidité, des ratios de solvabilité. Et nous avons un dispositif de surveillance de la dette, en fait. On appelle ça une stratégie de gestion
à moyen terme de la dette, avec un dispositif de surveillance dont moi-même je fais partie, et nous surveillons l'évolution de la dette sur le long terme. Mais tout ça, ça coûte cher. Vous parliez des deux programmes. Le service de la dette, comme on dit dans l'expression consacrée, est important dans le pays. Je crois que c'est un quart du budget 2025 qui est consacré. C'est trop, c'est pas trop. Non, un quart du budget au service de la dette, je ne saurais l'apprécier, je n'ai pas le chiffre en tête. Ce que je sais, c'est que ce que nous regardons, c'est la capacité de l'économie à générer des ressources pour faire face au service de la dette. C'est ce que nous appelons les ratios de liquidité, nous de solvabilité aussi, la capacité à générer des ressources internes, la capacité à générer des devises, parce que nous payons notre dette en devises. Et lorsqu'on regarde ces ratios sont tout à fait soutenables. Donc, quelle est votre stratégie vis-à-vis des agences de notation qui sont aussi souvent au cœur des débats? Plusieurs pays africains ont vu leurs notes abaisser ces derniers mois. Ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire, mais comment vous qualifieriez vos rapports avec ces agences de notation? Notre stratégie avec ces agences de notation, c'est la transparence. Ces agences ont vocation donc à venir structurer notre économie. Elles sont utiles selon vous? Il y a deux approches. Moi, je pense qu'elles sont utiles puisque elles ont pour vocation à donner tous les renseignements aux différents marchés financiers afin qu'elles s'intéressent à nos marchés. Cette intermédiation, nous l'espérons, nous la saluons, parce que lorsque vous allez en eurobond, chacun des investisseurs n'a pas la capacité de venir savoir c'est quoi la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'elle a de bons chiffres, etc. Et c'est les indications que les agences leur donnent qui leur permettent de se positionner sur la dette Côte d'Ivoire. En ce sens, c'est utile. Bien entendu, il y a ce débat de dire, de façon générale, la perception il y a un biais dans la perception, on va dire, du risque pays en Afrique, globalement. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire, avec sa solidité, pourrait donner une perception moindre par rapport à ce que nous avons, même si au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la deuxième signature en Afrique, aux côtés de l'Afrique du Sud. Vous avez réussi une émission d'Eurobond en 2024. Il y a un retour sur les marchés internationaux. Est-ce que dans les années à venir, ce mode de financement de l'économie va continuer à être privilégié? Nous avons fait en 2025, le mois dernier, le 25 mars, une émission d'Eurobond aussi, qui est revenue avec beaucoup de succès. Sur 11 ans, nous avons eu un carnet d'ordre de 4 milliards de dollars. Nous cherchions 750 millions et nous avons pu obtenir un taux en dessous de celui de 2024. C'est-à-dire qui était déjà un record avec 2,4 milliards levés. Voilà. Et là, on a fait 1,775 milliard, un carnet d'autres de 4 milliards, et avec un taux d'intérêt qui est de 5 points de base en dessous de ce qui a été fait en 2024. C'est dire la solidité et la confiance que les marchés ont dans notre gestion. Un tout petit mot pour revenir à Donald Trump, la suspension des programmes de l'USAID, l'aide qui pose un problème à pas mal d'organisations, d'ONG, y compris en Côte d'Ivoire. Comment vous ressentez ça? Est-ce que l'État peut compenser ces baisses de subventions? Oui, je pense que les secteurs qui sont touchés sont des secteurs sociaux, notamment les secteurs de la santé, et l'État n'a pas le choix. L'État ne peut que compenser. Je pense que les baisses pour le moment sont suspendues. Il faut savoir qu'en ce qui concerne les secteurs sociaux, notamment le secteur de la santé, la Côte d'Ivoire avait commencé à faire un travail avec nos partenaires pour pouvoir prendre en charge à l'horizon 2030 un certain nombre de médicaments, de vaccins. Et donc, cela avait commencé en 2025. Une partie
des éléments qui étaient pris en charge avaient déjà commencé à être budgétisés en 2025. Et donc, il y avait un plan de prise en charge progressive du résiduel que nous allons certainement revoir et accélérer, eu égard donc à l'environnement international, pour amortir le choc. Effectivement. Aurélie. Vous parliez en début d'émission de l'ambition de la Côte d'Ivoire de rentrer dans le cercle des pays émergents. Il y a aujourd'hui une coopération économique incontournable avec des partenaires comme les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, mais aussi le FMI, la Banque mondiale. C'est aussi une forme de dépendance. Quel équilibre la Côte d'Ivoire, dans tout ça, veut maintenir, si on peut qualifier cette géopolitique du financement? Écoutez, je pense que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, parce que toutes les économies du monde sont financées, les grandes et les petites. Mais quel est votre souhait? Plus de dépendance, moins de dépendance? Notre souhait, c'est que la Côte d'Ivoire puisse être de moins en moins dépendante de l'aide. La Côte d'Ivoire n'est pas si dépendante de l'aide. Vous savez, les partenaires multilatéraux, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, pour en revenir avec elle, sont des partenaires naturels qui accompagnent les pays jusqu'à ce qu'ils se développent. Donc, nous espérons atteindre ce point où la Côte d'Ivoire va elle-même accéder à la catégorie des pays émergents et donc avoir de moins en moins recours au FMI, à la Banque mondiale. Et les partenaires pays internationaux, la Chine, les États-Unis, quand on voit la versatilité des États-Unis? Ces partenaires sont des partenaires. Les États-Unis investissent en France. Ces partenaires sont des partenaires. Ce que nous espérons, c'est la nature et la qualité du partenariat. Que ce partenariat soit de plus en plus gagnant, avec un transfert de compétences qui fasse en sorte que la présence de la Côte d'Ivoire dans le capital de ce qui se produit chez elle prenne de plus en plus de place, en capital humain, en capital financier, etc. Mais nous espérons que nous avons un partenariat avec le reste du monde de qualité pour de longues années encore. Alors, puisque vous parlez de la Banque africaine de développement, venons-en à cette élection du 29 mai pour la présidence de la BAD. Le Nigérian Akinwumi Adesina achève son second mandat. La Côte d'Ivoire soutiendrait Sidi Oulta, le candidat mauritanien. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi? Écoutez, la Banque africaine de développement est aujourd'hui une institution forte, stratégique dans l'accompagnement des pays africains pour leur développement. Ils accompagnent les pays sur des secteurs stratégiques. Vous vous rappelez des high five de Adesina, l'agriculture, les secteurs sociaux, la création d'emplois, le genre. Et là, vous avez parlé de cette augmentation record de capital qui a donné une taille et un volume à la BAD. Aujourd'hui, l'Afrique est fière de la BAD. Et le souhait de la Côte d'Ivoire en tant que pays hôte, en tant que partenaire stratégique de la BAD, nous avons aujourd'hui un portefeuille actif de plus de 3 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire est désireuse que la BAD puisse avoir une gouvernance à la hauteur, qui l'amène vers des sommets plus grands. Et je pense que c'est dans ce sens que le pays va voter. Moi, je suis la présidente du Conseil des gouverneurs. C'est moi qui vais diriger les travaux. La Côte d'Ivoire aura d'autres canaux pour exprimer ses choix. Moi, je vais rester neutre vis-à-vis des candidats. Vous avez un petit peu parlé du message que vous souhaitez adresser aux États membres sur le rôle de la Banque africaine de développement, mais qu'est-ce que vous attendez précisément du futur titulaire du poste? Peut-être, quel qu'il soit, quel que soit le canal qu'il exprime, des attentes particulières pour cette personne? Aujourd'hui, il ou elle, parce que nous avons une candidate, aujourd'hui, il ou elle va hériter d'une institution qui a su accompagner les pays africains face aux différentes turbulences du moment. Le monde est un monde instable.
Et nous attendons du prochain titulaire qu'il ait suffisamment de capacité, suffisamment de relationnel et suffisamment de vision pour maintenir la place que la BAD a aujourd'hui auprès des pays africains, en termes de financement, en termes de conseil, en termes d'accompagnement, et que le prochain titulaire puisse faire encore grandir notre banque. Madame la ministre, parmi les problématiques économiques régionales, il y a le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, de la CEDEAO, une situation qui inquiète les dirigeants de l'organisation régionale. Alassane Ouattara et Bassirou Diomaye Faye, les présidents ivoiriens et sénégalais, en ont parlé récemment, ensemble. Une rencontre aussi entre Alassane Ouattara et le président ghanéen. Les États du Sahel restent néanmoins dans l'UMOA. Je voudrais vous faire réagir aux propos, ça va être très court, tenus par Assalfo, le leader de Magic System, l'un de vos compatriotes, chef d'entreprise. Il est au micro d'Alain Aka, le correspondant de Jeune Afrique à Abidjan. Quand on regarde ça, on dit chez les 3, il y a 12 qui manquent et chez les 12, il y a 3 qui manquent. Donc pour moi, autant la CEDEAO a besoin de l'AES, autant l'AES a besoin de la CEDEAO. Assalfo, Salif Traoré, qui vient d'organiser le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, Nialé Kabal, la CEDEAO a besoin de l'AES, l'AES a besoin de la CEDEAO, autant les uns que les autres. Assalfo a raison. Assalfo a raison, c'est les mêmes peuples. Nous sommes dans un ensemble économique naturel qui a su se fortifier, se mutualiser leurs atouts et leurs faiblesses. Et là, subitement, les populations, qui sont les mêmes populations de part et d'autre des frontières, sont obligées de se séparer avec en perspective même des problèmes de déplacement. Parce que dans nos ensembles économiques, il y a le droit d'établissement et la libre circulation des personnes et des biens. C'est vrai que l'UEMOA, aujourd'hui, amortit les effets de la sortie pour un certain nombre de pays, notamment les pays francophones, les pays membres de l'UEMOA. Mais c'est une situation regrettable et je pense que nos dirigeants, nos présidents, restent confiants d'un retour en arrière, même si nous avons commencé à prendre des dispositions au cas où cette sortie serait effective. Vous parlez de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Justement, donc dedans, il y a monnaie, la remise en cause du franc CFA par les pays de l'AES. Mais c'est une préoccupation. Est-ce que c'est une préoccupation d'autant plus importante qu'elle est partagée par quelques voix, notamment le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, mais il y a aussi des voix en Côte d'Ivoire. Oh, vous savez... Le franc CFA, c'est un débat tellement récurrent que je pense que ça n'en est plus vraiment un. Par contre, on sent chez nos concitoyens, certains de nos concitoyens, les pays voisins, la volonté de faire la rupture avec l'image que le franc CFA a pu donner par le passé et avec un certain nombre de symboles. Je pense que des travaux sont en cours pour voir comment est-ce qu'on passe à une autre monnaie. Sinon, la volonté de rester dans cette union monétaire est une volonté forte qui, à mon avis, continue d'être partagée par les pays qui ont exprimé le besoin de sortir de la CEDEAO. Donc on peut quand même réformer cette monnaie en gardant cette union monétaire. C'est une demande des uns et des autres et je pense que c'est un chantier de travail. Alors, on va revenir à quelques questions plus spécifiquement ivoiriennes. Bon, il y a la dimension sociale, on l'a évoqué tout à l'heure, celle des inégalités, celle des filets sociaux, et puis la question du chômage aussi, qui reste une difficulté pour un certain nombre de vos concitoyens. Officiellement, le taux de chômage est très faible, hein, les personnes qui cherchent activement un emploi, mais on sait qu'il y a énormément d'emplois précaires, informels, avec aussi de fortes disparités entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que ça fait partie des, on ne va pas dire des échecs, mais enfin en tout cas des bémols à mettre sur ces dernières années à l'action du gouvernement?
La question du chômage, vous l'avez dit, est une question préoccupante. La Côte d'Ivoire officiellement a un taux de chômage de 2,9%. Ça paraît faible. Et ça l'est. C'est faible. Sur cette question, ce que je peux dire, c'est que lorsque on regarde à l'intérieur de ces 2,9%, le taux le plus fort, c'est chez les jeunes. Les jeunes en dessous de 24 ans vont dépasser peut-être les 14-15%. Et encore, sur ces 2,9% cachent un certain nombre de réalités, dont notamment le sous-emploi, dont notamment les emplois précaires. Il y a un certain nombre de réalités que cela cache. Donc, effectivement, le chômage et l'accès des jeunes à un emploi décent est une préoccupation. Ce qu'il faut dire, je ne parlerai pas d'échec, parce qu'en réalité, c'est une situation d'héritage. Pour dire le mot, c'est une situation d'héritage. Un jeune aujourd'hui qui est au travail, qui est sur le marché du travail à 25 ans, ça veut dire que il a passé pendant les années 2000 un temps de scolarisation et de formation qui ne lui a pas permis d'avoir la qualification nécessaire pour être aujourd'hui. Donc le défi, dire qu'on ne recueillera les fruits de la politique en matière d'éducation de ces dernières années que dans 5 ou 10 ans. Exactement. Et nous sommes en train de gérer le résultat des gouvernances passées en termes de formation et d'éducation. C'est toutes ces années de 2000, etc., où les enfants n'ont pas pu aller à l'école. Ces enfants sont aujourd'hui des adultes qui cherchent du travail sans qualification. Et donc maintenant, vous allez axer sur quoi pour la les formation embaucher technique. Au-delà de la formation pour les employés, vous parliez tout à l'heure du démarrage, que la Côte d'Ivoire était dans le démarrage de l'industrialisation. Il y a des secteurs. On a parlé du cacao, mais il y a aussi le coton. La transformation de coton, vous êtes un pays fort et pionnier dans la région ouest-africaine. Fabriquer du textile plutôt que d'envoyer le coton en Asie. Oui, mais pour revenir au chômage, former déjà les jeunes pour qu'ils soient en capacité d'être des travailleurs efficaces dans les usines de cacao. De coton, etc., et de textile. D'où l'intérêt de cette stratégie que nous avons de développement donc, de compétences professionnelles avec la multiplication des centres de formation professionnelle pour donner du savoir-faire aux jeunes, pour pouvoir drainer tous ceux qui n'ont pas pu avoir une formation adéquates et qui ont été mis sur le marché du travail sans formation professionnelle. Et ce travail, nous le faisons aussi avec le secteur privé pour que les formations soient en adéquation avec les besoins du secteur privé, où nous dessinons les profils de formation, nous les associons à la définition à la fois des programmes de formation, mais aussi des types de formation à dispenser. Donc la diversification, nous la souhaitons. Nous y travaillons et nous l'appuierons donc sur une main-d'œuvre locale, qualifiée, formée en relation avec le secteur privé. Est-ce que l'économie ivoirienne a besoin de champions ? De gros champions ? Aujourd'hui, on a quelques grosses entreprises, mais on cherche peut-être la grande entreprise emblématique qui va emmener le reste du tissu économique. Vous avez raison. C'est un chantier important, c'est un chantier qui est porté au plus haut niveau par le Premier ministre. Air Côte d'Ivoire, par exemple, peut être un champion ? Air Côte d'Ivoire, on travaille à ce que Air Côte d'Ivoire soit un champion. Air Côte d'Ivoire dessert toute la sous-région maintenant et au-delà, puisque Air Côte d'Ivoire va au sud de l'Afrique. Air Côte d'Ivoire a commencé à aller au nord de l'Afrique et Air Côte d'Ivoire va probablement, très certainement, venir en Europe. Donc, on essaie d'en faire un champion national. L'État accompagne Air Côte d'Ivoire dans sa croissance et aussi l'État veille à ce que ça soit un acteur qui fasse la gouvernance qui lui permette d'aller très loin. Donc là, c'est Air Côte d'Ivoire, on parle des sociétés publiques ou dans lesquelles l'État a des intérêts, mais pour les sociétés privées, comment le tissu économique privé, comment l'État s'inscrit dans ce partenariat ? Qu'est-ce qu'il faut proposer ?
qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour aider à faire émerger ces champions privés aussi, régionalement, mais aussi internationalement? Il faut les identifier, il faut les coacher, il faut les accompagner. Je pense que c'est le travail qui est fait actuellement à la primature avec le secteur privé. Identifier par secteur stratégique les plus gros. Bien sûr, il y a l'accompagnement financier de l'État, mais les marchés publics jouent un rôle important dans l'émergence des champions nationaux. C'est un chantier qui est ouvert sur lequel l'État travaille avec le secteur privé et c'est un chantier que nous avons essayé de reprendre dans le PND en construction. Et l'un des ateliers, justement, avec le secteur privé avait pour thème, justement, de voir comment la Côte d'Ivoire peut opérer pour que rapidement, à l'instar d'autres pays qui ont le même niveau de développement, qu'on puisse faire émerger des champions nationaux. Le PND et les PPP. Les champions, il n'y en a pas que dans l'économie, il y en a aussi dans le sport. Et les champions ivoiriens, on en a connu récemment avec ce magnifique souvenir de la CAN 2024. En tout cas pour votre pays. Vous êtes parfois vous-même amené à taper dans un ballon lors de tournois amicaux. Est-ce que vous diriez que le sport, qui est parfois qualifié d'opium du peuple par certains, un peu idéalisé, ou alors est-ce que le sport a de réelles vertus sociales et économiques ? Dans les pays jeunes comme le nôtre, le sport a des vertus inimaginables. Regardez la CAN. La CAN a montré une formidable capacité du peuple à faire un derrière une cause, derrière une ambition, celle de remporter la CAN. Parfois se faire peur, hein, et puis surmonter les difficultés aussi. Surmonter les difficultés. Parce que les éléphants ont eu peur. Les éléphants et toute la Côte d'Ivoire a eu peur. Mais la Côte d'Ivoire s'est organisée, elle a fait pour accueillir le monde. Je pense que c'est une CAN qui a été très bien organisée. Elle a soutenu les éléphants jusqu'au bout. Et je pense que ce soutien a été la clé pour que les éléphants que nous pensions sortis, que tout le monde pensait sortis de la course, puissent se ressaisir et remporter cette CAN. Je pense que c'était une grosse leçon que le sport nous a donnée pendant la CAN. Montrer que lorsque nous sommes unis, nous sommes un, la Côte d'Ivoire peut gagner et elle peut gagner gros. Et nous verrons si elle gagnera lors des prochaines grandes compétitions internationales. Grand merci, Nialé Kaba, d'être passé par nos studios. Grande invitée de l'économie RFI Jeune Afrique, à découvrir ou à redécouvrir en vidéo sur notre chaîne YouTube et sur le site internet de Jeune Afrique, jeuneafrique.com. Merci Aurélie. Merci Bruno. Merci Madame la Ministre. Merci Bruno, merci Aurélie, merci tout le monde.